Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Europe-Afrique qui reçoit aujourd'hui Lionel Lawson, jeune figure africaine du monde scientifique, pour nous parler de l'entrepreneuriat post-Covid-19. Monsieur Lawson est né à Cotonou, au Bénin. Il est ingénieur civil en informatique, docteur en sciences appliquées de l'Université catholique de Louvain en Belgique et master en gestion de la Solvay Business Brussels School of Economics and Management. En 2013, il crée Skemi, une entreprise qui permet de communiquer et interagir efficacement avec une audience en utilisant la psychologie de foule, la réalité et le gaming. Monsieur Lawson, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, je me réjouis vraiment d'être là avec vous. Vous êtes le patron de cette petite entreprise Skemi, qui est une société, je dirais, en voie de développement, mais qui intéresse notre public dans le cadre de notre émission Europe-Afrique, parce que vous l'avez lancée en Belgique et vous vous êtes développé sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle on vous voit aujourd'hui et aussi parce que vous êtes dans un secteur qui a été totalement sinistré pendant 3 mois avec le coronavirus. Alors, peut-être quand même, première question, qu'est-ce que c'est exactement Skemi ? Alors Skemi, c'est une expérience collective, c'est une expérience sociale. Donc ce qu'on fait, vous imaginez une salle de cinéma remplie de 300-400 personnes et on fait interagir, on fait jouer les 300-400 personnes ensemble avec du contenu qui est à l'écran. Donc vous pouvez imaginer, vous allez pour la sortie du prochain Disney ou la sortie d'un prochain film d'action et tout le public peut jouer ensemble et faire des actions à l'écran, interagir entre eux, je ne sais pas moi, conduire une voiture, couper des fruits ou lancer des ballons de basket. Donc c'est vraiment une expérience sociale qui permet vraiment au public qui va dans un cinéma de partager, de se parler entre eux, d'interagir entre eux et de vivre une expérience collective. Plutôt que d'aller au cinéma tout seul, on vit en fait une expérience avec 300-400 personnes tous ensemble. C'est ce qu'on appelle la commande par le geste. Tout à fait. Donc Skemi est vraiment basé sur l'interaction gestuelle. Donc il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de contact, il y a pas, donc on lève les mains, on bouge les mains vers la gauche, on tourne les mains, on tourne la tête. Donc c'est vraiment des interactions gestuelles les plus intuitives possibles. Donc vous imaginez une salle de 300-400 personnes, vous avez, quand on fait des jeux Skemi, vous avez entre 15 et 20 secondes pour que toute la salle, on peut aller jusqu'à 2000 personnes, comprennent ce qu'il faut faire pour jouer avec l'écran et interagir avec le contenu. Donc on peut faire des quiz, des jeux plutôt des jeux de... par exemple pour le don d'organes, on pourrait éduquer le public au don d'organes, on pourrait éduquer le public à respecter à économiser l'électricité par exemple. Donc on peut vraiment faire soit des jeux purement ludiques ou alors des jeux qui permettent de changer les attitudes du consommateur. Et donc ça génère, j'imagine, à la fois un partage des émotions et aussi, je dirais, des désinhibitions intergénérationnelles, parce qu'il n'y a pas de complexe entre générations à participer à cet espace ludique. C'est exactement ça. En fait, la force de Skemi, c'est qu'on utilise le geste pour synchroniser le public. Donc, je dirais typiquement quand vous êtes dans un événement de masse, ou que ce soit au cinéma ou dans un concert, vous allez au cinéma, vous êtes avec 2-3 amis et vous regardez votre film. Ce que Skemi réalise, c'est vraiment de faire vibrer toute la salle en même temps en utilisant le geste. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire au public des gestes, mais tout le monde fait les mêmes gestes en même temps, au même moment, pour contrôler l'un ou l'autre asset à l'écran. Et en fait, en faisant ça, on crée une synchronisation émotionnelle, il y a ce qu'on appelle la synchronie émotionnelle, et on désinhibe littéralement le public. Ce qui fait que finalement tout le monde régresse à un état, je dirais, enfantin, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc que ce soit les grands-parents, les enfants, les ados, en fait tout le monde joue, parce qu'au fond nous sommes tous des enfants, nous avons tous envie de jouer. Et c'est vraiment ça la force de Skemi, c'est de créer cette expérience sociale complètement folle, désinhibitrice, et que tout le monde s'amuse. Alors, ça me permet d'élargir un petit peu le périmètre de la réflexion. Est-ce que, d'abord, déjà, dans ce que vous avez développé, on est dans le secteur, je dirais, de l'interaction homme-machine. Est-ce qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle le machine learning ? Tout à fait. Skemi est basé sur du machine learning, puisque quand vous imaginez un jeu, je prends un jeu au hasard, un jeu où vous devez conduire une voiture, on doit analyser ce que fait une foule, un groupe en tout cas entre 5 et 2000 personnes.
on doit analyser ce que cette foule fait. Est-ce qu'elle veut contrôler la voiture vers la gauche, vers la droite, faire sauter la voiture, ainsi de suite. Et pour ça, il y a toute une flopée de stimuli qu'on peut mesurer. On peut le mesurer par l'image, on peut le mesurer par le son. Donc on a besoin de mesurer finalement, d'enregistrer tout ce que la foule fait et ensuite l'interpréter. Et pour l'interpréter, on fait du machine learning. On a vraiment besoin de... Soit on peut faire de l'apprentissage par démonstration, donc on fait un geste et on demande à la machine de retrouver ce geste, ou simplement on fait faire au public un peu tout n'importe quoi, et ensuite la machine va extraire les informations les plus importantes qui permettent de contrôler le jeu. Et alors les espaces où vous pouvez développer ça, c'est évidemment les salles de cinéma. Est-ce que demain, ce sera dans les parcs d'attractions? Est-ce que ça peut être aussi en B2B, ce qu'on appelle business to business, c'est-à-dire dans des événements de team building ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Donc, Scemi, c'est la psychologie de foule. Donc, ça signifie que les espaces où on peut développer Scemi sont tous les endroits où on a des groupes ou des foules. Donc, le cinéma, c'est le plus intuitif, parce qu'on a de grands écrans et puis des sièges assez confortables. Mais en fait, en B2B, c'est extrêmement utile puisque créer la synchronie émotionnelle permet de créer un meilleur engagement, une meilleure unisson. Et donc finalement, vous avez un ensemble d'employés d'une société, vous les faire se sentir unis. Et donc tous vibrer ensemble dans un même objectif. Donc on l'utilise dans le B2B, on peut l'utiliser dans les parcs d'attraction aussi, on peut l'utiliser dans les concerts, on peut l'utiliser dans finalement tous les endroits où vous avez des groupes et que vous voulez créer un sentiment d'appartenance fort. Et typiquement, le B2B est une de nos branches de business qui se développe pas mal, où en fait, on se rend compte que même dans les sociétés, nous avons tous envie de nous amuser. Et le fait de nous amuser, en fait, nous permet d'être plus performants. Donc, et alors, on peut comprendre que, vu que c'est finalement un jeu de masse, vous ayez été plus qu'affecté, voire sinistré pendant 3 mois avec... les nécessités de distanciation liées à la crise sanitaire. Tout à fait. Et c'est un euphémisme de dire qu'on a été affecté, mais c'est aussi une belle opportunité, puisqu'on a profité de ces 3 mois de pause pour réfléchir à comment se réinventer. Donc, typiquement en machine learning, nous sommes en train de développer des algorithmes. Nous avons développé des algorithmes qui nous permettent, par exemple, de caractériser la distance d'une foule. Donc imaginons dans les salles de cinéma ou dans des concerts, vous vous dites, OK, dans les prochaines années, on peut faire des concerts, mais il doit y avoir telle distance en tel groupe de personnes. On est capable d'analyser et de vous dire, tel groupe est à la bonne distance par rapport à tel autre groupe. Donc ce sont des types d'innovations qu'on a mis en œuvre, typiquement grâce à cette pause forcée du Covid. C'est une première innovation. Deuxième innovation, grâce ou à cause du Covid, pas mal d'événements ou de réunions ont eu lieu à distance, que ce soit avec des applications du type Zoom, Teams, Skype ou autres. Et en fait, simplement, des innovations que nous avons développées nous permettent de faire des jeux de masse, mais à distance, en sachant que tout le monde n'est pas au même endroit. L'impact est moins fort, évidemment, parce que nous, on vise sur le côté émotionnel, notamment. L'impact, tout à fait, l'impact est moins fort. Maintenant, c'est une innovation nécessaire par rapport à cette crise qui a tout simplement interdit tout rassemblement de masse et toute distance sociale. Et notre business est basé sur la connexion émotionnelle et l'expérience sociale. Donc c'était aux antipodes du confinement. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que l'entrepreneuriat, on craignait qu'il puisse être affecté par cette crise, mais en même temps, vous parliez d'opportunités, c'est parfois un moment pour prendre un peu de recul et rebondir différemment. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de vos collègues dans le monde des startups ont réagi comme ça? C'est exactement ça. Je dirais même que la force d'une jeune startup, c'est de pouvoir pivoter rapidement et c'est de pouvoir innover et de se débrouiller en fonction des contraintes. Nous, ce qu'on développe dans Scemi depuis longtemps, depuis 7 ans maintenant, c'est la créativité vient de la contrainte. Donc, quand vous avez une contrainte forte, bien définie, en fait, c'est là que vous avez les meilleures idées. Et donc finalement, Covid, d'accord, ça a touché pas mal de gens, typiquement dans le secteur culturel et ainsi de suite. Mais en fait, c'est une bonne manière de, revoir la manière dont on consomme les divertissements, et puis de 2, c'est une contrainte forte pour développer de nouvelles technologies, de nouvelles innovations. Donc on a vraiment mis ça en œuvre pour innover. Alors pour terminer sur l'aspect un peu scientifique, d'ailleurs, si je ne m'abuse, vous n'êtes pas vraiment une start-up, vous êtes une spin-off. Spin-off, c'est parce que c'était lié à l'université, et donc ça a un aspect plus scientifique que la plupart des start-up, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, l'idée de Scemi est née de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat en interaction de machines. Donc, c'était une thèse sur
comment améliorer les interactions entre l'humain et la machine. Comment faire en sorte que les interactions soient intuitives, simples et ainsi de suite. Et l'idée de Schémi est née simplement de la présentation de la thèse, où plutôt que d'expliquer pendant 1 heure c'était quoi l'interaction de machine, on a fait un jeu, mis la caméra vers le public, demandé au public de lever les mains, de bouger, d'aller à gauche, à droite, et simplement en 2-3 minutes, ils ont compris et ressenti c'était quoi les interactions de machine. Et donc, on a créé une société ensuite, donc une spin-off de l'université, puisque la recherche a été développée au sein de l'Université catholique de Louvain, et c'est pour ça que nous sommes une spin-off, puisqu'en fait, on est vraiment, je dirais, un enfant de la société. Il y a un grand avenir pour tout ce qui est ce qu'on appelle yeux libres. J'ai entendu que prochainement on utilisera les drones avec des mouvements, des gestes et pas des commandes d'appareils ou des choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas même considérer que, même s'il y aura un retour quand même vers moins de distanciation, les leçons du coronavirus, c'est que dans certains cas, on va, je dirais, remplacer le toucher par l'utilisation gestuelle. J'en suis assez convaincu, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est la contrainte qui va faire naître une solution. Donc ici, on a une contrainte de non-contact, de distance. Et donc là, il y aura selon moi, en tout cas, un boom au niveau des utilisations des contrôles touchless, donc vraiment sans contact. Et donc là, le machine learning, le deep learning va vraiment venir à point pour permettre de mettre en œuvre ce type de solution. Donc il faut partir pour ça, je dirais, d'objectifs assez précis, d'éviter aussi, et ça c'est une réflexion plus, je dirais, éthique, que ces technologies, ce type de technologie ne viennent pas asservir le citoyen. Donc il faut voir quel angle on a dans les développements. Oui, mais non, par rapport à ça, moi je suis moins inquiet, puisque il y a très peu de chances qu'on trouve le contrôle gestuel à toutes les sauces auprès du citoyen. C'est vraiment, enfin nous en tout cas, ce en quoi on croit, c'est la contrainte, c'est le problème qui crée la solution, et pas l'inverse. Pas juste inventer une solution de contrôle gestuel juste pour le fun. En fait, ça marchera tout simplement pas, parce que ce sera pas intuitif, ce sera pas congruent, donc personne n'utilisera. Par contre, ça risque d'être une forme de gadgetisation. Voilà, exactement. Donc par contre, dès qu'il y a un problème concret, mais en fait la solution vient d'elle-même, s'imposera par elle-même. Et typiquement, la crise du Covid, avec toutes ces questions d'hygiène, de distance, ainsi de suite, il y aura pas mal de solutions qui seront simplement touchless et qui fonctionneront. Mais à nouveau, le contrôle gestuel a une entropie limitée. Il y a des précisions de gestes de contrôle qu'on ne pourra pas forcément faire avec le geste, uniquement avec le geste. Donc, on devra faire ce qu'on appelle la multimodalité. Donc, mixer le geste avec la voix ou mixer le geste avec les yeux. Donc, il y a vraiment, c'est là que la multimodalité prend tout son sens. C'est en fonction du contexte, on utilise différents types de modalités. Donc, une modalité, c'est le geste ou la voix ou les yeux ou autre chose pour arriver à contrôler une. Monsieur Lawson, on va faire une petite interruption. Et, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Chers téléspectateurs, nous revenons à notre débat sur l'entrepreneuriat et la jeunesse. Avec M. Lawson. Alors, vous avez lancé votre spin-off, votre entreprise en Belgique, où vous êtes arrivé à l'âge de 11 ans et vous avez fait vos études ici. Mais finalement, est-ce que c'est plus facile de lancer une entreprise comme ça en Europe ou en Afrique, ou je dirais même en Belgique ou au Bénin? C'est une excellente question. Je pense que j'ai pu profiter du meilleur des deux mondes, puisque créer la société, je me suis formé en Belgique, j'ai créé la société en Belgique, et puis dans le développement de Schémi, dans le développement de notre activité, nous nous sommes rendus compte qu'en fait le marché, en tout cas dans le cadre du divertissement de masse dans les salles de cinéma, était plus mûr et en tout cas était beaucoup plus porteur en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie. Donc, un peu, je dirais, c'est vraiment un cas d'école de la théorie de l'entrepreneuriat. La Belgique est un bon marché test, mais ce n'est pas le marché où on va exploser, où on va se développer. Donc, je dirais, on a vraiment profité des deux, du meilleur des deux mondes. Développement en Belgique, création de la société, test avec quelques grandes chaînes de cinéma, et puis ensuite exportation dans d'autres contrées, où simplement le cinéma est consommé vraiment comme un divertissement pur et plus comme quelque chose d'élitiste.
Alors ici en Belgique, forcément, comme la plupart des petites entreprises, et c'est le cas en Europe, mais peut-être ailleurs dans le monde aussi, bien sûr, vous avez cherché un peu de soutien, des aides publiques et des choses de ce type. Est-ce que vous avez vécu des discriminations dans ce cas-là? C'est une question délicate, mais la réponse est oui, tout à fait. Puisque, disons, quand vous arrivez, enfin, si je prends mon cas, j'arrive chez un client, le client ne connaît pas mon pédigré, il ne connaît pas mes diplômes, il ne connaît rien de tout ça. Et donc je viens lui présenter une solution qui est innovante, qu'il n'a jamais vue, et surtout, comme on voulait pénétrer le marché, qui était moins cher que d'autres alternatives. Donc là, en fait, on perd toute crédibilité, et la majeure partie du temps, la crédibilité vient principalement du fait que je ne ressemble pas à la plupart des CEO des jeunes startups belges. Je n'ai pas le pédigré qui suit, je n'ai pas la couleur qui suit. Donc effectivement, ça a été un frein dans un premier temps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand j'arrive avec mon background, que je présente non seulement, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, que j'ai fait une thèse de doctorat et que j'ai un master en gestion, et en fait finalement, je dirais c'est le double effet, puisqu'au début, on manque de crédibilité, mais en fait, c'est très intéressant de le voir, et d'ailleurs maintenant j'en joue un peu, c'est de voir simplement la tête des clients qui se décompose et qui évolue et qui écarquille des grands yeux en disant « Ah oui, ok, quand même, ce qu'il dit, je dois l'écouter ». Donc, effectivement, au début, c'est un frein, et donc je dirais que c'est assez douloureux quand on n'est pas informé, quand on n'est pas prévenu, mais à force, on apprend à jouer avec ça, et ça devient assez juste. Si vous êtes développé sur d'autres pays européens, je pense, est-ce que vous pouvez comparer les réflexes et les attitudes pour accueillir votre solution dans ces différents pays? Comparer, je dirais, je m'avancerai pas à comparer les différentes mentalités, mais en tout cas en termes d'innovation, tout à fait, d'innovation et d'habitude de prise de décision, de rapidité de décision. Typiquement, nous avons vendu aux Pays-Bas, nous avons vendu en France, en Belgique, aussi en Espagne. Et enfin, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Typiquement aux Pays-Bas, ils sont très innovants, ça va très vite. La Belgique est très, je dirais, conservatrice. Et donc finalement, tout le monde fait un peu comme les autres et on attend de voir que la majorité est d'abord mis en œuvre une innovation avant de s'y lancer. Donc finalement, ça prend beaucoup de temps. La France est un peu plus en avance, mais c'est aussi assez lent. Mais en comparaison, les Pays-Bas, ça va assez vite. Alors, vous êtes assez naturellement dirigé vers l'Afrique de l'Ouest. Ça paraît normal quand on vous écoute, quand vous parlez des cultures je dirais, d'aspects ludiques de masse qui sont importants en Afrique. Par contre, on pourrait s'étonner que ça se développe sur le plan purement des infrastructures. Comment est-ce que... Racontez-nous un peu cette histoire de déploiement là-bas. Je dirais c'est très intéressant puisque l'Afrique n'était pas du tout dans notre marché cible. Quand on faisait notre étude de marché, on visait l'Asie, l'Amérique, donc vraiment on s'est plutôt concentré sur là où il y avait du cash, si je peux me permettre de parler comme ça. Et en fait, notre client principal qui est Disney, avec qui on travaille depuis 4-5 ans maintenant, donc nous avons rencontré un des dirigeants. Symbole de l'Amérique. Tout à fait. Qui en fait nous a dirigés vers l'Afrique. Il nous a dit, mais en fait l'Afrique est un continent en plein boom. Il y a pas mal de grosses chaînes de cinéma qui sont en train de s'installer là-bas. Typiquement Pathé, Canal Olympia, ainsi de suite. Et ils nous ont recommandé quelques exploitants de cinéma. Je crois qu'il y a un grand centre de cinéma de Pathé à Casablanca. Exactement, au Maroc, exactement, qui a été et qui fonctionne très bien. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés en Afrique en fait. C'est Disney qui était content de nos services et qui nous a recommandé auprès d'exploitants en Afrique. Et on a installé notre premier cinéma, c'était en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et donc à partir de là, nous avons commencé finalement, nous avons compris que le cinéma, ce divertissement était consommé d'une manière radicalement différente qu'en Europe où on s'échinait à essayer de pénétrer le marché, de proposer des innovations au prix intéressant. Et en fait, l'Afrique est beaucoup plus en avance que ça par rapport à l'Europe.
Dans quel pays vous êtes allé déjà? Pour l'instant, nous avons équipé la Côte d'Ivoire et nous développons d'autres pays comme le Burkina, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria. Donc là, ce sont en tout cas les premiers pays que nous visons dans le développement. Et dans votre idée, après l'Afrique, ce sera pour l'Asie On est assez séduit par, bien évidemment, l'Asie, ça c'est une évidence, parce qu'on voit, quand vous voyez les blockbusters, la consommation du cinéma 4DX, du cinéma 3D, enfin, l'Asie pour ça est vraiment pionnière, mais aussi l'Amérique latine. L'Amérique latine qui, disons, en termes de culture, divertissement, en termes de culture sociale, est pas très loin de l'Afrique en fait. Et en fait, c'est la même chose, c'est toutes les contrées où le public est prêt à aller se retrouver, peu importe le film, et s'amuser ensemble, en fait, c'est ça que nous visons. Et donc, effectivement, on a l'Europe, puis en s'étend en Afrique, puis l'Asie, puis l'Amérique latine. Et au niveau de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Maghreb, le Machrek, sont des destinations envisageables aussi? Ce sont des destinations tout à fait intéressantes. Si vous regardez, en tout cas en Tunisie, au Maroc, où des grosses chaînes de cinéma s'installent et où en fait elles ont des taux de fréquentation assez intéressants, assez impressionnants. Donc ce sont tout à fait des contrées envisageables. Mais donc finalement, ce qui est important pour vous, c'est de la compréhension de l'aspect ludique dans ce loisir et la culture de l'image dynamique, je dirais, ouais, dans les différents pays. Et ouais, donc, vous avez, s'il faut comparer vraiment Europe et Afrique, qui est le thème de notre émission, ouais, vous résumeriez comment cette dichotomie entre ces deux continents? Ce qui est important, pour résumer, ce qui est important, c'est le côté social de l'expérience. En Europe, le côté social n'est plus la priorité. Par contre, en Afrique, le côté social, c'est le numéro un. Donc, on va au cinéma pour se divertir. Ok, on va voir des blockbusters, mais avant tout, on va au cinéma en groupe, en famille, avec des amis, ainsi de suite. Ce qui n'est plus le cas de l'Europe. Et donc, dans le cas de notre business, c'est radicalement différent. On le sent au niveau partage social des émotions, au niveau lien social. L'Afrique, pour ça, comme on le dit souvent, est imbattable, clairement imbattable. C'est aussi parce que, au-delà de la culture, c'est que si vous regardez les strates de population, je veux dire, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde, de très loin. Ouais. Hein, je dirais plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Or, on sait que les très jeunes vont au cinéma, ouais, quand ils en ont les moyens, mais c'est relativement accessible. C'est devenu très accessible financièrement. Tout à fait. Et puis surtout, il y a un niveau d'oisiveté en Afrique qui est assez élevé. Donc finalement, dès que vous construisez un complexe de cinéma ou un centre de divertissement, en fait, il est assailli, tout simplement. Parce que ces jeunes, ils cherchent, ils sont en demande de loisirs. Tout à fait. Alors, est-ce que vous, maintenant, après cette double expérience, vous imaginez même peut-être quitter la Belgique en termes de siège et aller à Cotonou ou ailleurs en Afrique pour vous installer définitivement? Quitter la Belgique, je ne dirais pas, mais jouer sur les deux tableaux, ça très certainement, et c'est notre stratégie de développement, en tout cas, puisque en fait, comme je dis, il faut vraiment jouer sur tous les tableaux. Quitter la Belgique, ça n'a pas de sens, parce qu'en termes de créativité, en termes de ressources, donc la Belgique est vraiment, c'est vraiment un très bon terreau. Maintenant, le marché n'est pas en Belgique, le marché n'est peut-être pas en Europe, et donc développer au niveau créatif, au niveau technologique, certains éléments, et puis aussi commencer à aller puiser dans les ressources créatives en Afrique, puisque typiquement, si on crée du divertissement, le divertissement doit respirer la culture locale. Donc on peut aussi aller creuser des ressources créatives, chercher des ressources créatives dans ces pays-là. Mais pour moi, en tout cas, on aimerait jouer sur les deux tableaux et pas quitter un pays pour l'autre ou rester sur un autre continent, ce qui n'est pas dans notre stratégie. On veut vraiment avoir, je dirais, un cœur en Belgique, puis un cœur, est-ce que c'est à Abidjan, est-ce que c'est un autre cœur quelque part en Amérique latine, mais jouer sur différents tableaux. Alors, je terminerai par une question, puisqu'on est dans le cadre du post-corona. On remarque que les pays d'Afrique ont été finalement moins affectés. On a crié au loup en disant qu'ils n'ont pas les capacités hospitalières, ils ont difficulté à confiner les populations et finalement des pays comme le Maroc ou le Sénégal ou d'autres ont très très bien géré cette
crise sanitaire. Est-ce que vous avez, de nouveau comparant un peu les deux pays, ressenti finalement moins d'affolement en Afrique par rapport à ça que sur le continent européen? Oui et non. Enfin, pour avoir la majorité de ma famille encore en Afrique, il y avait moins d'affolement au niveau, je dirais, du nombre de personnes qui tombent malades, mais par contre plus d'affolement, simplement parce que, en tout cas au Bénin, le mode de vie est encore très au jour le jour. Donc simplement, cette idée, d'ailleurs, le Bénin n'a pas été confiné, ils étaient en isolement restreint, mais on ne peut pas confiner le Béninois, simplement parce qu'il a besoin d'aller au marché tous les jours pour acheter de quoi manger. Et donc, il y avait une véritable différence dans la manière dont c'était traité. Je dirais en tout cas, toute cette liesse populaire en Belgique, attention, Covid, confinement, ainsi de suite. Je n'ai pas été exposé à ça, en tout cas par rapport à ma famille qui vit au Bénin. Ils n'ont pas vécu ça comme ça. Ils étaient plutôt inquiets pour nous, parce qu'en regardant les nouvelles, inquiets de ce que la Belgique allait... Le décompte des morts. Et typiquement, le Bénin a été très faiblement touché par le Covid. Merci beaucoup, M. Lawson. Notre discussion s'arrête ici. Pour ma part, chers téléspectateurs, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour une prochaine émission Europe-Afrique.